bonjour à tous, bienvenue. Comme vous le saviez, il y a quelques jours, c'était le 8 mars, la journée mondiale des femmes. Mais au Musée Curie, nous ne leur consacrons pas qu'une seule journée, puisque les femmes sont à l'honneur toute l'année dans notre programme de conférences thématiques. Le mois dernier, c'était une conférence sur F. Curie. Au mois de mai, ce sera une conférence consacrée aux femmes en sciences et en médecine au temps de Marie Curie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Natacha Henry, qui est historienne, spécialiste de l'égalité entre hommes et femmes. Et aujourd'hui, elle nous présente son 7e livre, passionnant, Les Sœurs savantes, qui raconte la solidarité qui a uni Marie Curie et sa sœur Bronia Dlouska. Voilà, donc écoutez, bonne conférence à vous. Bonjour, merci beaucoup à Nathalie Huchette d'avoir organisé dans ce lieu prestigieux une conférence de plus sur les femmes en sciences. Je voudrais en profiter aussi pour remercier des gens qui sont ici et qui m'ont beaucoup aidé. Philippe Wierniewski qui m'a accueilli à Varsovie pour mes recherches et Emma Benz qui m'a donné des cours de sciences physiques dont j'avais grandement besoin. Et merci à vous de venir ici au lieu d'être dehors au Jardin du Luxembourg où il fait tellement beau. Donc, c'est un livre que j'aime beaucoup, moi. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais enfin, j'y tiens particulièrement parce qu'il est porteur de plusieurs valeurs. Enfin, mes personnages sont porteuses de valeurs auxquelles je tiens beaucoup et tous mes travaux portent, disons, sur la lutte contre les empêchements. C'est-à-dire que, notamment pour les femmes dans l'histoire du monde, il y a parfois des empêchements. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est comment ces femmes-là vont faire exploser les empêchements et mener leur vie, la vie dont elles rêvent et dont elles ont envie. Ce n'est pas toujours facile, encore aujourd'hui, mais Marie Curie et sa sœur Bronia ont donné un exemple vraiment intéressant et j'espère que ça peut faire réfléchir à des solutions et à une certaine forme de courage. J'ai lu des biographies de Marie Curie et dans toutes les biographies de Marie Curie, il est écrit qu'elle est née en Pologne, à Varsovie, ce qui est vrai, et qu'elle a rejoint sa sœur à Paris. Donc, il y a quelque chose qu'on sait, c'est-à-dire qu'effectivement, elle est polonaise et qu'elle est venue en France pour faire ses études. Et l'image qui est souvent véhiculée, c'est qu'elle est toute seule, dans sa petite robe noire, à faire ses travaux très, très difficiles, très prenants, très austères, jusqu'à ce qu'elle rencontre Pierre Curie et qu'elle fasse la même chose avec lui, des travaux très prenants, très austères, dans sa petite robe noire, donc avec quelqu'un à côté d'elle qui est Pierre Curie. Mais quand j'ai lu dans les biographies de Marie Curie qu'elle rejoignait sa sœur à Paris, donc on est à la fin du 19e siècle, ça m'a beaucoup choquée parce que je me suis dit finalement, ce personnage n'est pas si seul et quand quelqu'un vous attend quelque part, l'exil n'est pas le même. Elle n'était pas complètement toute seule s'il y avait une sœur de l'autre côté quand même. Donc je suis rentrée dans cette histoire avec beaucoup d'intérêt et j'ai donc trouvé qu'au fond, cette sœur, qui avait 2 ans de plus qu'elle, avait été aux côtés de Marie pendant toute sa vie entière. Donc là, c'est la fratrie, la petite famille à Varsovie quand elles sont enfants. Il y avait une grande sœur qui s'appelait Sofia, qui était de fait l'aînée de la famille. Mais les temps sont très difficiles pour ces familles-là à Varsovie à l'époque. Les Russes occupent Varsovie. Et donc, on n'a pas le droit de parler polonais. Le père, qui est professeur de sciences physiques, est renvoyé d'un collège, un collège après l'autre. Enfin, les conditions matérielles sont extrêmement dures. Et donc, il va louer des chambres à des étudiants dans son appartement, ce père, et tout le monde est très miséreux et la santé est très mauvaise de tout ce petit monde. Et donc, les étudiants trimballent des puces, des poux, des trucs affreux, et ces bestioles-là véhiculent le typhus. Et Sofia va donc attraper le typhus et mourir assez vite, à l'âge de 11 ans. Donc ça laisse la fratrie sans cette sœur aînée, ce qui explique pourquoi Bronia devient de fait la sœur aînée. Alors il y a un frère, mais dans ces cas-là, le frère, il n'est pas tellement au même niveau que les sœurs, parce que lui, il a les droits que n'ont pas les filles. Et puis, la parité domestique est très très loin encore à cette époque. Et donc, c'est Bronia qui va vraiment prendre en charge la famille. La petite Marie, c'est la dernière. Elle est née en 1867. Donc, elles ont 2 ans de différence, mais c'est 2 ans qui comptent beaucoup parce que la petite est vraiment la petite dernière et la grande est vraiment la grande. Et ce lien-là va se vérifier tout au long de leur existence. Leur maman va mourir de la tuberculose, puisque dans ces temps-là, c'était une maladie qui faisait des ravages et des millions de morts. Donc là, il y a une photo de cette maman.
Et donc, raison de plus pour que Bronia devienne vraiment ce personnage adulte aux côtés de son père, finalement, et elle va porter la famille. Donc ça, c'est au cimetière de Varsovie. Et donc, les deux jeunes filles vont grandir dans l'idée qu'il faut absolument faire des études. Et la génération du père de Marie et Bronia va se dire, maintenant, on arrête de prendre les armes, on arrête de faire couler le sang, on arrête tous ces risques et ces emprisonnements. Et les enfants, vous allez vous en mettre dans la tête, et ce que vous aurez dans la tête, c'est ça qui va servir pour construire un monde meilleur. Franchement, c'est une super idée. Il avait bien raison. Et donc, elles vont donc apprendre. Et une autre philosophie qui est en cours à cette époque, c'est que ce que tu as appris, personne ne peut te le prendre. Et donc, comme ils ont toujours peur de tout perdre, puisque les temps sont vraiment policiers et l'occupation, un temps d'occupation, comme ils ont peur de tout perdre, ben, il faut se mettre plein de choses dans la tête parce que ça, au moins, on ne pourra jamais nous le prendre. Donc, elles apprennent. Et le dernier message de cette génération de leur père, c'est que c'est les sciences qui sont au-dessus de tout. Parce que les sciences, on peut les prouver, ça marche avec des expériences concrètes et ce n'est pas des fantaisies poétiques. Alors, moi, je suis plutôt littéraire, j'étais assez triste de découvrir ça, mais finalement, il n'avait pas complètement tort. Et il va les mettre toutes les deux dans cette idée que les femmes, comme les hommes, doivent progresser grâce aux sciences. On est quand même à la fin du 19e, donc il y a quand même des progrès scientifiques de tous côtés, en médecine, dans les transports, les ingénieurs. Donc évidemment, elles vont rejoindre cette espèce de philosophie générale. Et elles passent leur bac. Et là, c'est la tuile. Les Russes ont interdit aux filles de faire des études universitaires. Donc c'est épouvantable parce qu'elles ont grandi dans l'idée que les filles et garçons avaient exactement les mêmes droits. Ces familles-là croyaient vraiment à l'égalité des chances. Elles ont grandi aussi avec l'idée que l'éducation était pour tous les enfants de tous les milieux. Et tout d'un coup, parce qu'elles sont des filles, ben, c'est plus possible. Donc c'est vraiment la catastrophe. Et Bronia rêve de faire médecine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc, elle essaye de se... Enfin, il y a des tas de scènes complètement dingues où la petite lui dit « t'as qu'à te déguiser en garçon ». Il y en a plein qui ont fait ça à cette époque, hein, de s'habiller en homme et pour passer dans des endroits interdits. Et puis finalement, Marie va lui dire « écoute, moi j'ai une idée ». Et ça, c'est le pacte fondateur de toute leur histoire. La petite Marie, qui a 16-17 ans, va dire à sa grande sœur, puisqu'on parle le français, parce que le père leur a fait apprendre le français, parce qu'on ne sait jamais, donc heureusement, elle parle le français. Et donc la petite Marie va dire, mais comme la Sorbonne est ouverte aux filles, t'as qu'à partir à Paris. Donc Bronia va dire, bah, c'est sympa, mais avec quel argent ? Vu que papa, il n'y a pas d'argent, qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc Marie lui dit, je vais me faire engager comme gouvernante ici en Pologne. Tu pars et je t'envoie la moitié de mon salaire. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc cette jeune fille fait cette espèce de sacrifice de devenir gouvernante. Et grâce à ça, Bronia prend son train et part à Paris. Donc, avant ça, elles ont été quand même 2 ans dans une structure qui s'appelait l'Université volante à Varsovie. Donc, elles ne débarquent pas complètement à l'université pour la première fois. Il y avait une jeune femme patriote et féministe à l'époque en Pologne, Madame Dawidowa, qui a créé cette université volante clandestine où les filles avaient la possibilité d'aller étudier au péril de leur vie. Les cours étaient donnés par des profs de la fac de Varsovie, donc des vrais professeurs d'université, qui allaient donner des cours dans des caves, dans des greniers, dans des endroits secrets qui changeaient à chaque fois parce que la police du tsar était dans la rue et que s'il y avait une descente, tout le monde partait en Sibérie. Donc c'est des gens qui ont beaucoup risqué leur vie pour apprendre des choses. C'est assez admirable. Et du coup, il y a cette université volante qui va former quand même 3000 filles en quelques années. Finalement, cette pauvre femme qui leur a fondé se suicide sous la pression politique en 1910. Mais en tout cas, Marie et Bronia, elles ont bénéficié de quelques formations là. Ça, c'est le père. Il y avait une fille au milieu, mais alors elle était plus fantaisiste, elle, et elle voulait devenir chanteuse, etc. Donc elle est moins dans mon angle de solidarité scientifique. Donc Bronia prend son train 3 jours et 3 nuits à travers la Pologne, l'Allemagne, la France, etc. Et elle arrive donc à Paris, où elle s'inscrit en médecine assez courageusement, parce que c'est pas parce que la Sorbonne, donc on dit la Sorbonne parce que la fac de médecine était intégrée à la Sorbonne. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait les mêmes termes, mais elle s'inscrit en médecine. Et alors là, c'était bien que ce soit ouvert aux filles, évidemment, sauf qu'elle est quand même une femme. Ils n'ont pas l'habitude, les Français. C'est une ambiance extrêmement misogyne. Il y a des descriptions formidables de ces pauvres étudiantes arrivant dans les amphis de médecine avec tous les garçons qui sifflent, qui
qui disent des choses lourdes, enfin bon, ils sont encore là aujourd'hui, hein, donc j'ai pas besoin de... Voilà. Mais à l'époque, elles sont vraiment minoritaires, quoi, donc c'est assez compliqué. Et puis ils ont la justice avec eux à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc elle essaie de faire sa place, et non seulement c'est un milieu misogyne, parce que les Françaises, elles ne sont pas à l'université depuis très longtemps non plus. C'est un milieu donc, où les seules femmes qui y sont des étrangères, ce qui est pas mal pour Bronia. Elle a des copines polonaises comme ça à l'intérieur. Sur 2000 étudiants en médecine à ce moment-là, il y a 114 femmes, et elles sont quasiment toutes étrangères, et quasiment toutes polonaises ou russes. Et la deuxième chose, c'est que quand même c'est en français, donc c'est pas parce qu'on a appris le français à Varsovie qu'on va se débrouiller en médecine. Donc c'est double travail pour elle d'arriver à maîtriser tous ces concepts, tous ces mots médicaux compliqués. Donc elle va fournir un effort colossal. Elle habite dans une petite chambre au 6e étage, une mansarde comme la mansarde qu'on décrit dans les biographies de Marie Curie. C'est la même, d'ailleurs c'est la même en fait. Rue Scipion, pas très loin d'ici. Et donc, c'est pour se réchauffer, elles vont à la bibliothèque polonaise parce que là, c'est chauffé, à côté du Panthéon. Elles crèvent de faim, elles bossent. Enfin, c'est des conditions très, très difficiles. Elles participent aux cours comme les garçons. J'ai trouvé une gravure de l'époque où elles font les cours d'anatomie aussi sur des cadavres qui sont pour la plupart du temps des cadavres de clochards qu'on n'a pas identifiés et qu'on donne comme ça aux étudiants de médecine. Et puis, quelques-unes vont arriver jusqu'à la thèse. Ça, c'est une compatriote polonaise qui a soutenu sa thèse. Donc, c'est une belle représentation de la solennité de l'événement. Bronia, pour sa part, elle a toujours eu envie de faire la médecine sociale. Elles ont ça très fortement, les deux sœurs en elles, le côté social. Et donc, elle va s'intéresser à la médecine des femmes. Elle va devenir médecin des femmes, comme on appelait ça. Et elle va travailler sur l'allaitement maternel. Bon, alors l'allaitement maternel, en 2016, il y a des controverses, c'est compliqué, etc. Mais à l'époque, c'est vraiment un signe de progrès de travailler là-dessus. Parce qu'à l'époque, les bébés, on les mettait en nourrice. Bon, pour aller vite, c'est ça qui se passe, quoi. Les femmes riches, parce qu'elles n'ont pas vraiment envie de se pencher sur la question. Les femmes pauvres, parce qu'il faut bien qu'elles aillent travailler. Et donc, les nourrices, elles sont comme ça avec tous ces bébés. On est payé aux bébés, donc évidemment, plus on en prend, mieux c'est. Et elles profitent à ce moment-là d'un biberon qui vient d'être créé, qui est un biberon à tube. C'est hyper important pour l'histoire de l'allaitement maternel, vous allez voir. Et donc le biberon, il est comme ça, et puis il y a un tube en caoutchouc. Donc ça reste dans le berceau, et le bébé, il peut jouer avec le truc. Donc c'est assez marrant, comme ça, il nous fiche la paix. Mais surtout, il boit quand il a besoin, quoi. C'est vraiment à la demande, c'est le bébé qui décide. Ce qui laisse beaucoup de temps et de marge à la nourrice pour s'occuper des autres et gérer toutes ces histoires qu'elle doit gérer. Le problème, c'est que ce biberon à tube, c'est un nid à microbes. Le truc, il reste chaud dans le berceau, c'est immonde, donc ça trimballe des maladies. Et donc les bébés meurent en nourrice, en grande partie à cause de ce biberon à tube. Donc des gens de progrès comme Bronia vont se dire il faut absolument faire la promotion de l'allaitement maternel, ça va sauver des bébés finalement. C'est la seule raison pour laquelle elle a travaillé là-dessus. Elle a trouvé de quoi étudier pour sa thèse des femmes qui venaient d'accoucher à Port-Royal, à Bodlock, pas très loin d'ici, et donc elle va faire des statistiques, elle va observer les dames. J'ai retrouvé sa thèse, il y a des morceaux de cette thèse dans le livre, et donc elle va finir par passer cette thèse. Et chemin faisant, elle a rencontré un garçon à l'université en médecine, un drôle de type, ce Casimir Dluski, qui, lui, était aussi un grand révolutionnaire en Pologne, qui est parti parce que ça commençait à craindre un peu. Donc il est parti à Genève, où il a fait des publications socialistes interdites. La police du tsar lui court après. Et pour finir, il se réfugie en France. Il s'inscrit en sciences politiques en France. Et là, les Russes disent au gouvernement français, c'est pas formidable que ce type reste en sciences politiques, il est vraiment trop subversif. Donc il est viré, donc il s'inscrit en médecine, parce qu'il veut faire de la politique et du social. Tout ça est lié dans leur mentalité. Ce sont des gens qui se ressemblent beaucoup dans les couples qu'on va croiser. Et donc lui, il va se spécialiser dans l'étude de la tuberculose, il devient un pneumologue, et Bronia l'épouse à Paris. Il s'installe rue d'Allemagne, ça s'appelle à l'époque, aujourd'hui c'est l'avenue Jean Jaurès, qui a été baptisée Jean Jaurès quand Jean Jaurès a été assassiné en 1914. Et donc c'est le coin des abattoirs de la Villette. Vous savez, il y a des abattoirs au nord et au sud de Paris, là on est au nord. Et donc c'est une espèce d'énorme zone industrielle où les gens travaillent dans des conditions épouvantables, dont les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent aux abattoirs. Elles s'occupent des boyaux, elles prennent les poils pour faire des brosses. Enfin bon, bref. Donc il y a là une patientèle pour Bronia, vraiment qui voulait faire de la médecine sociale. Ça tombe bien, elles en ont vraiment besoin.
Dans ce coin-là, il y a aussi des usines d'allumettes, il y a des trucs vraiment qui ruinent la santé des gens. Et Casimir Gluski, il a un peu d'argent de sa famille, lui, c'est le seul personnage un peu riche de toute l'affaire. Et donc, il peut se permettre de soigner les pauvres gratuitement 2 journées par semaine. Il y a les gens du coin, dans les fins fonds du 19e arrondissement, qui viennent le consulter. Pendant ce temps, Marie tient sa promesse. Et donc, elle est bien obligée d'aller se faire embaucher comme gouvernante. Sinon, l'autre, elle ne peut pas faire ses études à Paris. Et elle va trouver une place à la campagne, à 100 km au nord de Varsovie. Alors aujourd'hui, c'est rien, mais à l'époque, c'est 3 heures de train et 4 heures de traîneau, au bout du monde et au bout des champs enneigés. Elle part le 1er janvier 1886 là-bas et elle a 18 ans. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Pour les plus jeunes, n'est-ce pas, il n'y avait pas Internet, ni de téléphone portable, ni même de téléphone pas portable. Et donc, on attendait des nouvelles en attendant le facteur, quoi. Donc, c'est un peu le suspense pour cette jeune fille toute seule qui part là-bas, dans cette famille qu'elle ne connaît pas. Et elle tombe dans la famille qui s'appelle Zorawski. Et le père est un ingénieur agronome et il gère une exploitation de 200 hectares de betteraves à sucre. Et donc là, elle est un peu seule là-dedans, dans ses betteraves à sucre, mais elle va faire les cours aux 2 filles de la famille, et c'est pour ça qu'elle est payée, finalement. 4 heures le matin avec l'une, 3 heures l'après-midi avec l'autre. Et puis, assez vite, elle va se rendre compte que les gosses des paysans du coin, ils savent ni lire ni écrire. Ils savent d'autres choses, parce que ce sont des enfants de la campagne. Donc, j'y tiens, parce que des fois, on me dit « Ah, ils sont analphabètes », mais ils ne savent pas lire et écrire. Enfin, ils savent se débrouiller dans une forêt, ils connaissent les saisons, ils savent la vie des animaux, des trucs, ils savent des tas de trucs que les citadins ne savent pas. Mais ils ne savent pas lire et écrire. Donc, Marie va prendre sur elle, le soir, de leur faire cours, et elle va apprendre à lire et à écrire à tous ces enfants de la campagne. Ce qui est vraiment très bien, parce que c'est conforme aussi avec ce qu'elle avait appris elle-même, qu'il faut éduquer tous les enfants, quoi. Donc, elle se retrouve là-bas, et la grande chance de cette histoire, donc ça c'est un tableau du musée de Varsovie, des gars qui ramassent les betteraves, quoi. Et donc sur cette exploitation de betteraves à sucre, il y a une raffinerie, c'est quand même un établissement très moderne, et c'est une première chance pour la future carrière de Marie, cette histoire-là, parce que je l'ai découvert pendant que je faisais mes recherches. Ce sont des chimistes qui ont mis au point le processus de transformer la betterave en sucre. Il fallait y penser, c'est un truc chimique quand même. Donc, dans cette raffinerie, travaillent des ingénieurs. Et ces gens-là apportent des bouquins de chimie, des traités de chimie en français qu'ils laissent à la bibliothèque, et donc elle va les lire. Et elle n'a pas encore mis les pieds dans un laboratoire ni rien, mais elle va au moins commencer à imaginer ce que c'est de travailler dans le monde de la chimie. Donc c'est sa première ouverture sur ça. Elle les apprend tous par cœur, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire le soir dans cette campagne à l'époque. Et donc, elle va commencer à s'intéresser à ça jusqu'à ce que arrive le prince charmant. Donc, c'est le grand frère qui n'était pas là pendant l'année scolaire, pendant qu'elle faisait la classe aux petites sœurs. Mais lui, il était à la fac à Varsovie. Et donc, à l'été, il revient chez les parents pour les vacances. Et c'est le premier grand amour de Marie Curie. Ce type-là m'a beaucoup intéressée. Parce que je voulais savoir à quel point le parcours de Marie Curie et de sa sœur avait été cohérent. Quand vous travaillez sur une biographie, il y a des points de rupture, il y a des points transversaux, il faut toujours se demander est-ce que c'est raccord. Et donc ce brave Casimir Zorawski, il est abandonné par tous les biographes de Marie Curie au moment de leur rupture, de leur séparation, 4 ans plus tard. Moi, j'ai vraiment cherché pour retrouver sa trace. Et en fait, il n'a pas repris l'exploitation de betteraves à sucre de son papa, contrairement à ce qui était prévu. Et il est devenu mathématicien, il est devenu un des plus grands mathématiciens de la Pologne. Il a fondé l'école mathématique de Cracovie. Et donc, c'est un personnage très cohérent dans la vie de Marie Curie. Vous savez sûrement qu'il y a eu ensuite Pierre Curie, et vous savez sans doute aussi qu'il y a eu Paul Langevin. Donc ça, c'est les 3 garçons identifiés comme grands amours de Marie Curie. Et donc celui-là, il est parfaitement cohérent avec les 2 autres. C'est un grand scientifique, un type qui croit les mêmes choses qu'elle. Le problème, c'est qu'ils s'aiment et tout va bien, et que donc, dans leur grande jeunesse et naïveté, ils décident qu'ils vont se marier. Et papa et maman Zorawski vont dire bah, évidemment non, on n'épouse pas la gouvernante. T'es tombé sur la tête. Et donc, ils s'opposent au mariage de leur fils avec la gouvernante, dont ils ne savent pas qu'elle va avoir le prix Nobel, bien sûr. Des années plus tard, ils ont dû bien le regretter. J'ai souvent pensé à la tête qu'ils ont dû faire quand elle a eu le prix Nobel.
Et donc, elle est complètement... Alors, non seulement c'est dramatique parce qu'elle voulait vraiment épouser ce type dont elle était vraiment super amoureuse, donc c'est pas de bol quand on a 20 ans et qu'un truc comme ça vous tombe dessus, mais en plus, ça la met dans une dépression absolue. C'est-à-dire qu'elle se dit à ce moment-là, ma vie ne sert à rien, je suis complètement nulle, je vais pleurer dans un coin, c'est pas la peine de venir me chercher. Et elle écrit des lettres déchirantes à sa sœur en disant, je viens pas et heureusement, toi, tu vas faire quelque chose. Elles ont une expression, il y a une expression dans ces familles-là, tu vas devenir quelqu'un. Il faut toujours devenir quelqu'un. Si tu deviens juste n'importe qui, c'est pas valable. Ce qui est un poids terrible pour les gens qui n'ont pas les capacités de Marie Curie. Enfin, bon, en tout cas, elle dit à sa sœur, toi, tu vas devenir quelqu'un, moi, c'est pas grave, je rentre à Varsovie. Le père, il retrouve un boulot, donc elle peut rentrer à Varsovie. C'est le père qui enverra de l'argent à Paris pour la sœur. Et je vais m'occuper de papa, et puis c'est pas grave, et je donnerai des cours particuliers, et laissez-moi pleurer dans mon lit toute seule. Alors bon, c'est quand même vraiment un drame absolu pour Bronia qui a quand même attendu qu'elle vienne la rejoindre et tout ça. Et donc finalement, on est dans cette espèce de moment où Marie est très très déprimée à Varsovie et ne viendra pas à Paris. Mais un autre bon personnage va se pencher sur cette affaire, et c'est le cousin. Elles ont un cousin qui s'appelle Joseph Boguski et qui devient directeur du musée d'industrie et de l'agriculture de Varsovie. C'est en fait une couverture pour des cours de l'université volante. Et ce type-là, il y a un laboratoire de chimie dans son musée. Et donc la nuit, il ouvre la porte à Marie. Et c'est la première fois de sa vie qu'elle peut faire des expériences. Tout ce qu'elle a lu quand elle était dans sa campagne avec les traités de chimie français qu'elle connaît par cœur, elle va enfin pouvoir s'y mettre. Et là, elle pleure encore un peu son amour disparu, mais finalement, elle écrit une lettre déchirante à Bronia et elle dit « Bon, je sais que j'ai exagéré, c'était pas formidable d'avoir fait une crise comme ça, mais si tu m'attends, je viens quand même. » Alors l'autre, elle est enceinte, elle est à Paris, mais elle dit « Alors là, je vais aller la chercher parce que sinon, il va encore se passer je sais pas quoi. » Donc Bronia part à Varsovie, récupère la petite et la ramène à Paris. Et enfin, donc Marie Curie... qui n'est pas encore Curie, vous aurez compris, est donc à Paris et s'inscrit à l'âge de 23 ans pour la première fois, donc comme quoi tout est possible. Elle a déjà 23 ans quand elle s'inscrit en première année à la fac, en sciences physiques. Elle voulait faire chimie, mais chimie est dans sciences physiques, donc c'est pour ça qu'elle fait ça. Ça, c'est un amphi à la Sorbonne, l'amphi de physique à l'époque. Mesdames, étudiantes en physique, voilà à quoi ça ressemblait à l'époque. Et puis, elle va rencontrer le sympathique Pierre Curie, et sa non moins sympathique famille, des gens formidables qui ressemblent beaucoup à la famille qu'elle a eue elle en Pologne, c'est-à-dire ils croient dans les sciences, ils croient dans les choses sociales, ils croient dans l'éducation pour tous, ils croient dans l'égalité des filles et des garçons. Lui, il n'a jamais mis les pieds à l'école, Pierre Curie, ce n'était pas obligatoire, mais il a eu un cours particulier avec un prof qui finira prof à l'école alsacienne et qui lui a permis de passer son bac et donc il est devenu brillant et son frère aussi. Et donc ils ont le même lien, les deux frères, que les deux sœurs en face. Ce sont des libres penseurs, comme on appelle ça, des gens athées. Le père, il soignait les blessés gratuitement pendant la commune. Enfin, c'est une famille vraiment super adaptée à la mentalité de Marie. Sauf que Marie, elle avait prévu de rentrer en Pologne. L'idée, c'était quand même que les filles, elles viennent en France faire leurs études, mais qu'après, il fallait qu'elles repartent pour construire la Pologne libre un jour, qui n'est toujours pas indépendante à ce moment-là, mais c'était ça l'idée. Donc, rester en France, c'est pas prévu. Donc, elle lui dit non, je rentre en Pologne. Donc, Pierre Curie va lui dire que il va s'installer en Pologne aussi. Donc ça, c'est complètement débile, parce que sa carrière à lui est ici. Il ne parle pas un mot de polonais, c'est un peu extravagant et mélodramatique. Donc non, ils ne vont pas s'installer ensemble à Varsovie. Il lui propose de prendre un appart ensemble et de vivre en deux colocataires rue Mouffetard. Il avait même trouvé un appartement. Pour faire ça, elle dit non merci. Il y a ce désir de Marie de retourner en Pologne, cette fidélité à la Pologne qui ne la quittera jamais. Et il y a aussi le côté libre, un peu comme ça. Elle n'a pas tellement l'intention tout de suite d'épouser ce Pierre Curie. Elle veut un peu... Bon. Et puis finalement, il va avoir la bonne idée, c'est-à-dire qu'il va parler à la sœur. C'est-à-dire qu'il invite Bronia chez les parents Curie à Sceaux, et il va montrer à Bronia la famille formidable, c'est super, c'est sympa, franchement. Et la mère de Pierre Curie va donc dire à Bronia, il faut vraiment que votre sœur épouse mon fils. C'est un garçon formidable, aussi formidable que son père, donc franchement, elle sera pas malheureuse, je vous le promets. Et donc Bronia va dire, écoute, quand même, il est quand même pas mal ce Pierre Curie, tu devrais peut-être. Et donc finalement, elle dit oui à Pierre Curie et il se marie à Sceaux. Voilà.
Et donc, elle va rester en France, elle va devenir française, et elle va travailler à partir de là avec Pierre Curie. Ça, c'est des histoires que tout le monde connaît. Vous savez qu'ils travaillent donc tous les deux ensemble, à égalité. Ils vont avoir 2 filles, Irène et Ève. Irène qui marchera dans leurs traces, et Ève qui fera une autre forme de carrière. Et puis, en 1900, c'est un coup de théâtre. Bronia et son mari décident de repartir vivre en Pologne. Donc là, il y a eu quelques années sympas où les 2 sœurs étaient à Paris, elles étaient toutes les 2 mariées, elles commencent toutes les 2 à avoir des enfants, et Bronia a appris à Marie à faire la cuisine, par exemple, parce que Marie, sortie des sciences, elle n'en avait vraiment rien à faire, mais il faut quand même savoir tenir son foyer, donc elle lui donne des cours de cuisine polonaise et tout, et tout ça. Elle l'aide parce qu'elle a quand même déjà eu une fille, elle, donc elle sait ce que c'est qu'un bébé, elle a travaillé là-dessus, elle est médecin, et donc chaque fois que Marie a une question, elle va chez sa sœur, et elle ne se quitte pas, mais Bronia et son mari vont rentrer en Pologne. La France est devenue un peu francophile, un peu russophile, je veux dire. Donc le mari de Bronia, il commence à trouver que c'est un peu pas génial. Je pense aussi que la médecine sociale, ça va bien un peu, mais qu'à un moment donné, ils sont dû s'embourgeoiser. Donc là, c'est des photos des 2 sœurs. Et donc, elle va décider de s'installer en Pologne. Ils ne peuvent pas retourner tout de suite à Varsovie parce que le mari est sur les listes noires, mais ils vont s'installer dans la région de Cracovie. Et Marie donc envoie ses lettres. Heureusement, on a toutes ces lettres entre elles qui dit là vraiment, tu as laissé un vide immense. Je suis toute seule. Et la sœur et le beau-frère vont donc s'installer dans cette magnifique région à côté de Zakopane, dans les Carpates. La fille de gauche, avec des tresses, c'est leur fille aînée, qui va devenir une alpiniste connue dans la région. Alors parce que comme dans ces familles-là, on ne peut jamais être juste moyen, elle va devenir la première femme tout en haut du pic, alors je ne vous dirai pas les noms, mais voilà, elle va être la première alpiniste qui réussit telle et telle chose. Elle n'est pas du tout scientifique. Et puis la petite famille au grand complet est réunie. Ça, c'est une chouette photo où il y a absolument tout le monde. Et donc les 2 à droite, c'est Bronia et Casimir, et les 2 à gauche, debout, c'est donc Marie et Pierre Curie. Et puis au milieu, il y a les frères et sœurs, beaux-frères, les parents, tout ça. Donc ils ont certainement posé dans un espèce de décor organisé par un studio de photos là-bas dans ces régions. C'est la première fois que Pierre Curie met les pieds en Pologne. Il trouve ça formidable. Il adore, il est fasciné. Parce qu'ils ont aussi en commun, tous ces gens, d'aimer beaucoup la campagne et la nature et de penser, mais ça c'est très fin 19e siècle, c'est la nature va nous apprendre des choses qu'on ne sait pas, quoi. Donc il est absolument ravi. Et donc la sœur et le beau-frère vont construire ce sanatorium, qui est un établissement de grand luxe, l'endroit le plus luxueux, tout le sanatorium le plus luxueux de toute la Pologne à l'époque. Et il s'est formé à Davos, où il y a le sanatorium du docteur Turban qui a compris des tas de choses. Donc il part se faire former là-bas, et puis donc il va apprendre que il faut que, comme les patients restent très très longtemps en cure, il ne faut pas que ça soit purement un hôpital, il faut qu'il y ait des divertissements. Donc il y a une salle de concert, il y a un théâtre, une bibliothèque. Et puis, les gens sont en dehors de la ville, au grand air. Là, c'est une publicité pour le sanatorium, donc avec un personnage en costume folklorique des paysans montagnards du coin. Alors, évidemment, c'est très, très cher de construire un sanatorium pareil. Et donc, ils ont fait une levée de fonds. Et une partie de l'argent viendra pour les travaux. La deuxième partie des travaux du prix Nobel. Marie Curie et Pierre Curie vont donner une partie de leur argent du prix Nobel pour améliorer encore ce sanatorium, qui va permettre à Casimir Gluski, donc au beau-frère de Marie Curie, de devenir un des plus grands pneumologues. Il a écrit des articles définitifs sur le traitement de la tuberculose. Et Bronia, elle gère l'intendance, elle gère tout l'établissement, elle a des consultations avec des patients, mais elle n'est pas spécialiste de tuberculose non plus, donc elle fait 1 ou 2 consultations par semaine, et le reste du temps, elle est directrice adjointe, parce que lui, il est le directeur, donc elle est adjointe, et donc elle gère tout cet établissement médical, ce qui sera important pour la suite. Donc ça, c'est des fresques qu'ils avaient fait peindre, ça représente les montagnards du coin. Ça n'existe plus. L'endroit est à l'abandon. Heureusement qu'on a trouvé des photos de l'époque. Donc ça, c'est quand ils sont plus vieux. Donc c'est important ce sanatorium aussi parce que ça veut dire qu'ils sont vraiment à la pointe même de ce qui se fait en art. Ils sont allés chercher les meilleures personnes pour faire les arts déco du sanatorium. Ça, c'est la maison qu'ils se font construire pour eux-mêmes.
Bronia et Casimir, qui sera plus tard la maison des présidents polonais, on appelle ça. Maintenant, ça a été acheté par un privé, mais pendant longtemps, ça a été une demeure présidentielle. Donc on est quand même là à un niveau d'argent assez aisé. Et bon, je passe parce que vous connaissez peut-être l'histoire. Pierre Curie est mort accidentellement en 1906 en traversant un pont à Paris. Elle se retrouve seule avec les 2 enfants. C'est quand même très très difficile. Et puis au bout d'un certain temps, Paul Langevin entre dans sa vie de façon un peu plus sentimentale que ce qu'il était jusqu'à présent, c'est-à-dire un confrère. Il avait été l'élève de Pierre Curie qu'il admirait beaucoup, ça les a rapprochés. Et puis c'est donc une histoire d'amour comme ça qui commence. La presse française, notamment la presse d'extrême droite, va s'acharner contre Marie Curie de façon absolument ignoble, parce qu'il n'oublie jamais qu'elle est étrangère. C'est une femme, une étrangère. Donc alors ça, vraiment, vous savez comment ils sont. Hein, c'est misogyne, raciste, xénophobe, machin. Donc, en plus, comme elle a une liaison avec un éminent savant qui est marié, bon, c'est vrai, c'est pas génial, mais c'était la réalité. Donc, ils vont vraiment la casser. À tel point qu'il y a 2 clans en France, comme toujours dans ces cas-là, et elle est soutenue par des gens qui étaient des Dreyfusards. En fait, on retrouve exactement les mêmes personnes, c'est-à-dire ceux qui avaient soutenu le capitaine Dreyfus à la première seconde, c'est les mêmes, les plus grands profs, prix Nobel, machin, du Collège de France, en physique, en médecine, etc. Tous ces gens-là vont soutenir Marie Curie. C'est les mêmes qui soutenaient le capitaine Dreyfus. Vous retrouvez les mêmes noms. Et puis les salauds sont toujours de l'autre côté. Donc, elle est complètement cassée en 2. Et comme il y a des paparazzis dans l'arbre en face, de là où elle habite, les copains vont aller la prendre et la planquer rue d'Ulm. Je ne sais pas où c'est, mais c'est juste à côté. Voilà. Et donc, on la cache parce que vraiment, ils vont avoir sa peau. Elle est déjà pas très costaud, mais c'est vraiment l'horreur. Et là, l'une d'elles va appeler Bronia en disant « Venez tout de suite, c'est vraiment l'horreur ». Donc Bronia, une fois de plus, arrive pour sauver sa sœur, mais surtout, elle la récupère en Pologne dans sa maison, là, dans sa maison au fin fond de la montagne polonaise, où personne ne l'embête, parce que quand même, elle, là-bas, ils ne vont pas y toucher, parce que c'est une héroïne. Elle a quand même déjà un prix Nobel, bientôt 2. À ce moment-là, il y a le 2e prix Nobel qui tombe, qui est que pour elle, en plus, qu'elle ne va pas partager cette fois. Et donc, il faut qu'elle se reconstitue et qu'elle se planque. Et c'est dans ces montagnes polonaises qu'elle retrouve ça. Elle se fait chouchouter par sa grande sœur. Et puis, pour des gens qui connaissent ce genre de situation, peut-être d'exil ou de migration, etc., elle est dans sa langue maternelle, dans ses odeurs maternelles. Vous savez, à un moment donné, c'est plus intellectuel, c'est purement sensuel. Donc, c'est la nourriture qu'elle a eue dans son enfance, la langue qu'elle entendait, la musique, l'air et tout. Et donc, ça la remonte. Et puis, arrive le télégramme, il faut que vous veniez, vous avez le 2e prix Nobel. Et puis elle n'est pas en état. Et donc en plus, les Suédois, ils font une enquête. C'est quoi cette histoire avec Paul Langevin? Venez pas tout de suite, c'est pas terrible quand même, publiquement quand même, etc. Et Bronia, une fois de plus, va lui dire, alors maintenant ça commence à bien faire, on va y aller. Et elle lui achète une robe. Dans des histoires comme ça, c'est toujours les détails qui sont formidables. Il faut bien avoir une robe pour aller recevoir un prix Nobel. C'est vrai, franchement. Même si on est déprimé parce que la presse d'extrême droite vous tombe dessus, il faut quand même... bon, alors donc, c'est ce qui se passe, quoi. Donc cette Bronia est dans l'intimité et finalement... Elle va rompre avec Paul Langevin parce qu'il ne quitte pas sa femme, parce qu'elle a quand même d'autres recherches à faire que d'essayer de construire cette histoire-là. Mais ils vont rester amis toute leur vie, comme avec le premier d'ailleurs. Et puis c'est la guerre 14. Donc là, c'est la première fois et la dernière fois que les 2 sœurs ne vont pas être en lien, que le monde s'est coupé, que les communications sont arrêtées, et que chacune de son côté va essayer de soigner les conséquences épouvantables d'une guerre aussi débile. Et donc, Marie, vous connaissez peut-être l'histoire, parce qu'il y a eu pas mal de choses dernièrement, et Nathalie Pijar-Micot des Archives a écrit un livre là-dessus, elle aussi. Marie Curie, pendant la Grande Guerre, va être aussi géniale qu'elle l'a toujours été. Notamment, elle met au point ce qu'on a appelé les petites curies, vous savez, c'est-à-dire qu'il y a des blessés sur le front, à Verdun, en Belgique, c'est l'horreur totale. Et donc, au lieu de transporter les types pour les faire radiographier là, on amène la radio là où ils sont. C'est pas bête, hein. Donc ça veut dire que le type n'est pas déplacé et qu'on adapte dans ces petites voitures un système de radiographie qu'on amène là où sont les blessés. Donc on peut regarder où est l'éclat d'obus ou quoi, et puis extraire l'éclat, enfin le morceau de ferraille.
Du coup, bon, elle va sauver des tas de vies. Sa fille Irène s'y met aussi. Bon, c'est un moment assez connu de la vie de Marie. Ça, c'est une photo où elles sont Marie, donc sa fille et elle-même sur le front. À un moment donné, Marie va devoir rentrer à Paris parce qu'elle a quand même le laboratoire en construction et tout ça. Et c'est la fille qui fête ses 18 ans sur le champ de bataille, à dormir sous une tente, à soigner les types entre la vie et la mort. Donc Irène, elle est vraiment briefée tout de suite. Et donc, bon, c'est une période admirable. Pendant ce temps, dans la région de Zakopane, c'est pas mieux. Et on constitue à ce moment-là les légions polonaises qui sont vraiment installées dans cette région-là. Et donc Bronia convertit son hôpital, son sanatorium en hôpital militaire de campagne, et elle va de même soigner les blessés, constituer des colis, faire envoyer des pulls, enfin bon, tout ce qu'on fait en temps de guerre quand c'est nécessaire, quoi. Et puis la guerre se termine, enfin voilà, donc elles peuvent se retrouver. Et le premier personnage que Marie Curie va revoir après la guerre, c'est son beau-frère, Kazimierz Dłuski, le mari de Bronia. Ils ont quitté Zakopane, ils sont installés à Varsovie. Le 11 novembre 1918, la Pologne est indépendante, donc le jour de l'armistice. C'est aussi un grand jour pour la Pologne parce que c'est enfin l'indépendance de la Pologne. Et Kazimierz Dłuski fait partie de cette intelligentsia politique, et c'est lui qui représente, avec deux autres, la Pologne à la conférence de la paix, au traité de Versailles à Paris. Donc c'est comme ça que Marie revoit quelqu'un. C'est aussi grâce à lui que j'ai pu trouver tant de choses sur eux, parce que quand même c'est un politicien, du coup c'est un type important en Pologne. Finalement, moi je ne savais pas, mais grâce à lui c'était un peu plus facile de trouver des choses sur elle. Son nom est parmi les grands pneumologues, et ensuite il est dans les politiciens de l'après-première guerre. Donc ce Kazimierz Dłuski, heureusement qu'elle a épousé un type qui a laissé des traces comme ça. Et donc Marie Curie, elle se remet à faire ce qu'elle avait envie de faire ici, c'est-à-dire construire vraiment l'Institut du radium ici, à Paris. Encore une idée de génie, elle se dit qu'il faut que le centre de recherche médicale et le centre de soins soient au même endroit. Comme ça, on soigne les gens là où il y a les labos de recherche. C'est vraiment, dans le genre, il fallait y penser aussi, mais c'est vraiment génial. Et c'est encore ce qui se passe aujourd'hui, ici, aujourd'hui, maintenant, quoi. Donc c'est ce qu'elle va essayer de constituer, et elle a un rêve parce qu'elle est restée polonaise toute sa vie dans cette histoire. Marie Curie, elle a réussi un truc que tout le monde trouve très difficile en ce moment, visiblement, c'est d'appartenir à deux pays et de ne pas dire ah ben moi je suis ça, et ben je suis pas ça, et ça c'est pas ça, Elle n'en avait rien à faire de ces considérations de déchirement. Le déchirement est intérieur parce que géographiquement vous n'êtes jamais au bon endroit dans ces cas-là. Quand vous êtes là, vous voulez être là-bas et là-bas. Enfin bon, bref, c'est assez compliqué d'être écartelé d'entre deux pays d'origine. Hein. Finalement, c'est devenu pour elle ça. Mais elle a essayé d'englober les deux dans un seul, dans sa propre histoire, et elle a vraiment réussi ce truc-là. Et en Pologne, ils l'admirent et ils l'aiment et ils la connaissent tout autant qu'ici. C'est pareil, quoi. C'est vraiment une grande héroïne polonaise et une grande héroïne française. Donc, comme elle avait son institut du radium à Paris, elle voulait le même à Varsovie. Mais qui va s'en occuper? Et donc, bien sûr, la bonne idée, c'est de demander à la sœur. Puisque elle a déjà construit un établissement scientifique médical au fin fond des Carpates, dans des conditions difficiles quand même, et qu'elle est médecin, et qu'elle suit les travaux de Pierre et Marie depuis le début, parce qu'ils sont très proches, ils n'arrêtent pas de se parler. Eh ben, évidemment, c'est elle qui va construire l'Institut du radium à Varsovie. Donc, on lui confie ça. Et il y a une correspondance de Bronia qui se renseigne, et vous voulez ça comme ça, et la secrétaire qui répond, et donc il y a des échanges permanents. Et un beau jour est inauguré l'Institut du radium à Varsovie, qui est là dans sa version initiale, parce qu'il a été détruit pendant la guerre. Et voilà les deux sœurs très âgées qui assistent à l'inauguration de l'Institut du radium. Ça, c'est une photo que j'ai prise d'une photo qui est à l'Institut du radium à Varsovie maintenant. Marie Curie va mourir en 1934. Bronia va mourir en 1939 en avril, donc avant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui va se passer, par exemple, Kazimierz Zorawski, le premier amour de Marie Curie, va se retrouver dans un camp de détention à côté de Varsovie. Et puis, il avait à ce moment-là beaucoup de notes sur toute sa carrière mathématique. Et son appartement est entièrement détruit. Toutes ses notes sont détruites, tout est détruit. Il est libéré par la Croix-Rouge. Il est relogé dans un petit appartement après la Deuxième Guerre mondiale. Il est très âgé. Et là, il se remet à reprendre. Là, il refait intégralement
tout son truc de formule mathématique. Il y avait 2000 feuillets qu'il a reconstitués jusqu'à sa mort en 1953, parce que c'était des gens comme ça, quoi. Et donc, je tiens beaucoup à ce type-là, moi, parce qu'il est beaucoup passé pour un playboy, quand même, dans les histoires de Marie Curie. Enfin, pas un playboy, mais à l'époque, quoi, une espèce de premier amour. Et le premier amour, c'est toujours comme si ça comptait pas. C'est genre... Enfin, à moins que vous soyez resté avec votre premier amour toute votre vie, le premier amour, il y a une espèce de légende que... truc d'été, il était beau, mais il n'était pas très profond. Enfin, bon... Non, voilà, je vois qu'il y en a qui s'identifient tout de suite. Voilà, c'est tout à fait ça. Mais en fait, non. Enfin, non, mais surtout quand on est... Non, mais pas quand on est Marie Curie, par exemple, quoi. Je veux dire, elle avait besoin de causer avec ce type de trucs qui l'intéressaient. Elle, la chimie, lui, les maths. Il lui parlait d'astronomie, parce qu'en maths, il y avait un module astronomie à l'époque. Donc là, j'ai retrouvé des choses là-dessus. Et donc, il lui explique des trucs de l'époque de mécanique céleste et tout. Alors évidemment, ça fait romantique, mécanique céleste, mais c'est un sujet scientifique très sérieux. Et donc... il est là, d'ailleurs, à cette inauguration. Hein, ils ne se sont pas quittés. Et là, c'est une statue de Marie Curie. Maintenant, l'Institut du Radium a été reconstruit. On a construit une statue de Marie Curie déjà à l'époque de la première version de l'Institut du Radium à Varsovie. Donc, c'est dans la cour juste devant. Vous voyez les impacts de balles de la Seconde Guerre mondiale. L'Institut a été entièrement détruit. Les patients et les médecins et les infirmiers ont été décimés par les Ukrainiens SS à ce moment-là. Et puis, il y a les impacts de balles à cause de ça, mais la statue est restée. Et on raconte que Casimir Zoravsky venait, très très âgé, s'asseoir dans le petit parc avec des mésanges et regarder cette statue. Moi, j'aime beaucoup cette histoire aussi. Je trouve ça très joli. C'est très bien. Et donc aujourd'hui, voilà à quoi ressemble l'Institut du Radium de Varsovie. Il a été reconstruit et j'ai mis en encadré là. Il y a une salle qui porte le nom de Bronia parce que quand même, elle a été la première directrice de cet institut médico-scientifique de recherche. Et vous avez là, à longueur de journée, des patients qui viennent soigner leur cancer. Donc c'est pareil qu'ici, quoi. C'est la même chose que... Voilà. Et donc ça, c'est joli parce que c'est en écho. Les deux sœurs ont vraiment construit ça ensemble aussi, en fait. Donc voilà, moi j'ai voulu vraiment rendre hommage à cette sœur méconnue, inconnue, qui n'était pas restée dans l'histoire. Là, c'est une lettre manuscrite de Bronia à Marie. C'est comme ça qu'on faisait. Heureusement, on en a retrouvé pas mal. Il y en avait aux archives ici, d'ailleurs, dont on ne s'était pas vraiment occupé parce que ça ne concernait pas purement Marie et Pierre, mais un peu les gens autour. Et donc, il y a quantité de lettres comme ça qui se parlent de vie privée et de vie scientifique, notamment sur l'histoire de construire un institut du radium. C'est quand même pas rien. Voilà, donc si vous avez des questions, j'ai fait à peu près le tour du sujet. Avant 1914, le Zakopane appartenait non pas à la Russie, mais à l'Autriche. Et c'est tout près de la frontière de l'Autriche au sens strict. Et j'imagine qu'il y avait des contacts, forcément, entre les constructeurs du Sana et les autorités autrichiennes. Et je suppose que les patients, puisque c'était un établissement visiblement où il fallait quand même avoir des moyens d'y venir en cure, étaient en partie des gens qui venaient d'Autriche. Est-ce que vous avez des renseignements à ce sujet? Est-ce que vous avez une idée de ce sujet? Je pense que vous avez entièrement raison. C'est effectivement la zone, pendant que Varsovie était occupée par les Russes, de ce côté-là, on était chez les Autrichiens. C'est des gens qui avaient l'habitude d'aller dans les sanatoriums suisses et autrichiens, donc ils étaient bien contents d'avoir un nouvel endroit à essayer à ce moment-là. Mais on n'a pas les listes des patients. Je n'ai pas les listes des patients, ça n'existe pas. L'endroit est vraiment ce sanatorium est complètement à l'abandon maintenant, donc il n'y a pas. Vous comprenez bien que pour un public français, le nom de jeune fille a disparu et qu'en plus Sklodowska c'était impossible et elle n'a pas lutté pour le garder en France. Elle est devenue Marie Curie et puis c'était... Sur l'histoire de la traduction, les droits ont été vendus à la Pologne. Je suis contente de vous l'annoncer. Mais la troisième sœur, elle est comment?
Donc elle est au milieu. Oui, en plus. En âge, elle est au milieu. Elle n'a pas du tout eu cette importance. Elle s'appelait Hella. À chaque génération de cette famille, il y en a une qui s'appelle Hella, donc voilà, c'était elle. Elle a voulu devenir chanteuse. Ça n'a pas très bien marché. Elle a épousé Stanislas Zalé, qu'elle avait rencontré ici au mariage de Bronia, qui était un Polonais qui vivait ici pour étudier la photographie. À l'époque, c'est la chimie qui va avec chimie, photo, etc. Ils sont rentrés en Pologne. Elle est devenue institutrice et elle a passé le plus clair de son temps à soigner ce mari qui a été hospitalisé en hôpital psychiatrique assez souvent. Et elle a eu une fille avec lui qui a eu une fille. Donc moi, j'ai rencontré sa descendante à elle, mais c'est pas une histoire très, très gaie de ce côté-là. Donc elle était très préoccupée par ses propres problèmes. Elle est là quand il y a des événements et des trucs, mais il n'y a pas ce lien comme avec les deux sœurs là, qui ont vraiment la même mentalité scientifique, les mêmes ambitions. Elle n'est pas venue à Paris, elle n'a pas fait d'études comme ça, mais elle est dans la boucle, comme le frère Joseph, il était là aussi. Lui, il est devenu médecin en Pologne. Ils sont très solidaires tous entre eux, mais le vrai lien, c'est entre ces deux sœurs-là, quoi. Oui. Et alors, c'était assez drôle parce que c'est moi qui les ai présentés. En fait, ils se connaissaient. La génération de maintenant, ils ne se connaissaient pas parce que après la Deuxième Guerre mondiale, une partie est partie aux États-Unis, une autre partie en Angleterre, une au Canada. Et donc, maintenant, par le plus grand des hasards, elles étaient là en même temps que moi. Ces dames-là, qui sont donc issues de Joseph et de Ella, parce que Bronia n'y a pas de descendance, et Marie, c'est la descendance d'Irène, quoi, qui est française. Donc, en fait, il n'y a que Ella et Joseph qui ont une descendance, qui étaient en même temps que moi à Varsovie, par hasard, et que donc c'est moi qui les ai présentés, ce que j'ai trouvé complètement dingue, parce que moi, j'avais tout un projet. Ce livre me montrait à quel point cette famille était cohérente, et tout d'un coup, elles ne se connaissaient pas, quoi. Parce que la guerre, l'après-guerre, surtout, le communisme, les avait complètement séparés. Si, Bronia, elle a eu 2 enfants, une fille et un fils, mais le petit est mort assez vite de la méningite quand il avait 2 ans. Et la fille, qui a été beaucoup internée aussi, il faisait comme il pouvait à l'époque, a fini par partir à Chicago parce que c'est tout ce qu'on lui avait trouvé finalement, c'est qu'ils l'ont envoyée à Chicago pour qu'elle travaille pour un journal polonais socialiste parce qu'ils étaient vraiment très, très impliqués dans le parti socialiste polonais. Et elle n'a pas tenu le coup. Et donc, elle est morte à l'âge de 30 ans sans avoir d'enfant non plus. Donc, il n'y a pas de descendance de Bronia. Voilà. Hein? Non. Non, mais j'ai de très bons amis sur place qui m'ont aidé. Et alors, quand j'étais au fin fond des bibliothèques polonaises, notamment la bibliothèque médicale de Varsovie, j'avais des documents en polonais. Et alors, j'avais une petite fiche avec des mots-clés. Médecine, pneumologue, machin, quelques trucs comme ça. Donc quand je repérais des uns, et puis je suis rentrée avec tout, et il y avait une traductrice ici qui m'a intégralement tout traduit, quoi. Ça, c'était un peu la limite de ce travail. C'était parfois très frustrant, à cause de ça frustrant. C'est pas très facile, quoi, d'avoir des documents qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'il y avait d'autres femmes polonaises qui faisaient la médecine à Paris ? Oui, et elles méritent toute une biographie, absolument. Elle n'était pas la première, il y en avait d'autres, Caroline Schulz notamment. Et vous pouvez aller sur le site de la Bibliothèque universitaire de santé et médecine, ici, elles sont répertoriées. Hein. Et Nathalie Pijarmico, qui travaille aux archives que vous verrez à l'entrée, elle a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Ouais. Je pense que dans ces cas-là, ça aide d'avoir un père qui croit que vous avez le droit de faire ce que vous avez envie de faire, qui veut bien vous mettre dans un train et plus vous revoir pendant 3 ans. Je pense que ça aide d'avoir grandi dans un milieu où l'éducation est au-dessus de tout. Je pense que ça aide de savoir que si on participe au progrès général, on n'aura pas vécu pour rien. Je pense qu'elles avaient ça dans la tête, toutes ces filles-là, quoi. Et vraiment, il faut croire en l'égalité. Il y avait des Anglaises et des Américaines aussi qui sont venues à Paris pour faire ces études. Il y avait peut-être un climat de liberté ici aussi, un peu différent. Mais elles étaient avec les Polonaises, celles qui sont parties, quoi.
Il y avait des juives qui fuyaient les pogroms, etc. Hein. Elles avaient des bonnes raisons de partir. Hein. Elles étaient en danger, toutes ces femmes-là, quand même. Si elles étaient restées, elles n'auraient pas pu faire ce qu'elles avaient voulu faire. Donc, il y avait des Russes aussi, ouais. Mais il y a des listes, moi je n'ai pas complètement détaillé ça, mais il y a des listes, ça existe, quoi. Nathalie Pijarmico, elle fait une conférence là-dessus bientôt. C'est ça, hein, c'est quand? Donc le 14 mai, la prochaine conférence de Nathalie Pijard sur les femmes scientifiques, les femmes en sciences et en médecine au temps de Marie Curie. Et voilà, il sera question de ça. Il y a un monsieur Molinier qui a mis des articles très bien là-dessus aussi, sur Internet. Enfin, je ne sais plus, c'est dans la bibliographie, oui. 4-5 ans. Ouais, 1 an pour la thèse et 4 ans, ouais.